Le carrefour de l'info, de 13 à 14h, avec Safouane, Nathalie et Amaury sur Arabelle. De retour dans le carrefour de l'info, en Belgique, le suicide représente 2000 morts par an, soit 5 à 6 décès par jour. Ce sont les chiffres officiels, ils ne tiennent pas compte d'autres formes de décès parfois suspects, comme peuvent l'être certains accidents de la route, accidents domestiques ou encore overdose, Safouane. Oui, merci Nathalie. Justement, pour parler de ce sujet majeur, nous sommes en ligne avec Sophie Simal. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, Sophie, vous faites partie du Centre de prévention du suicide en tant que psychologue spécialisée dans l'accompagnement de la crise suicidaire et du deuil après suicide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler bien évidemment du Centre de prévention du suicide, mais je voudrais d'abord qu'on colle, si vous voulez bien, l'actualité. Il y a une semaine, Stromae a livré une performance au JT de TF1, une prestation qui a été énormément commentée, bien plus que le sujet en soi, le suicide. Nathalie, tu le disais justement hier, en tant que membre du Centre de prévention du suicide, vous avez pensé quoi de ce moment, de cet événement justement ? Bien évidemment, en tant que membre du Centre de prévention du suicide, je suis bien évidemment très touchée par le message de Stromae avec un texte qui est vraiment lourd de sens. Donc ici au centre, on trouve vraiment qu'il est essentiel de pouvoir aborder le sujet du suicide et de la mort en général. Et justement, ce texte et cette chanson permet d'une certaine façon de lever le tabou. Et donc ça, bien évidemment, on est vraiment très, très content de ça et on trouve cette démarche vraiment pleine de sens. Vous parlez de lever le tabou. Est-ce que la chanson peut être un vecteur efficace de prévention contre le suicide ? Bien sûr, alors voilà, comme j'ai dit d'une certaine manière, donc Stromae a vraiment amené cette thématique du suicide avec beaucoup d'émotion et de justesse. Et cette chanson, elle permet, comme je l'ai dit, de lever le tabou du suicide. Et c'est une première possibilité, par exemple, de pouvoir en discuter en famille. Stromae a quand même des auditeurs de tout âge, donc de toute catégorie sociale. Donc, par exemple, un jeune pourrait très bien écouter cette musique et en parler à table le soir, par exemple, en disant à ses parents, à ses frères et sœurs, est-ce que vous avez entendu la nouvelle chanson de Stromae ? Et donc voilà, c'est déjà une première possibilité de pouvoir en discuter. Et à côté de ça, un tel message doit aussi être pouvoir accompagner de ressources, donc pouvoir signifier qu'en effet, c'est un fait, on a des pensées suicidaires, mais qu'il faut aussi pouvoir être accompagné, que c'est important de se faire accompagner quand on a des idées suicidaires. Et donc c'est aussi pour ça que je vous remercie aujourd'hui de nous donner la parole, parce que ça permet d'une certaine manière de souligner ça. Merci à vous, c'est un sujet quand même très 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 important. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Nathalie l'a évoqué, en Belgique, le suicide représente 2000 morts par an, soit 5 à 6 décès par jour. Ce sont les chiffres officiels. Et vous dites qu'on estime globalement à 20 fois plus de tentatives que de décès par suicide. Comment il faut comprendre ce chiffre ? Alors, ce qui est sûr, c'est que donc, ici, au Centre de prévention du suicide, on n'a pas pour vocation de récolter les données. Donc, on fait vraiment très attention aux chiffres de manière générale. D'accord. Mais ce qui est certain, quand on entend ces chiffres, c'est que ça souligne encore plus l'importance de pouvoir parler du suicide, de pouvoir mettre en place une prévention du suicide, parce qu'on peut tous et toutes un jour être confrontés à avoir des idéations suicidaires. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment important que chacun puisse agir à notre échelle, d'une certaine manière, d'abord en écoutant sans juger potentiellement une personne qui a des idées suicidaires, et à la fois en orientant vers des services spécialisés. Est-ce que le suicide touche une catégorie sociale particulière, un âge ou un genre en particulier ? Alors non, pas du tout. Le suicide peut vraiment toucher tout un chacun, de toutes les catégories d'âge, toutes les catégories socio-économiques. Il n'y a pas de genre en particulier. Vraiment, tout le monde peut être touché. Mais est-ce qu'il y a des facteurs de risque liés au suicide ? Alors oui, de manière générale, donc, ce qu'on peut en dire déjà, c'est que par rapport à l'actualité de maintenant, la crise sanitaire, elle a vraiment augmenté en fait les facteurs de risque. Cette crise sanitaire, vraiment, elle amplifie l'angoisse, d'où l'importance en fait de ne pas rester seul face à cette souffrance. Mais pour répondre de manière un peu plus claire et précise, donc les facteurs de risque, de manière générale, on peut un peu les classifier en trois catégories. Il y a d'abord les facteurs de risque psychosociaux, par exemple des personnes qui ont déjà des troubles mentaux, où il y a une consommation d'alcool, de drogue et autres substances.
Quand il y a des histoires de trauma, par exemple, dans l'enfance ou d'abus, ça, bien évidemment, c'est un facteur de risque qui augmente la potentialité d'avoir des idées suicidaires ou de commettre l'acte suicidaire, pardon. Il y a aussi des facteurs de risque environnementaux, par exemple, si on perd son travail, si on a des difficultés économiques qui persistent dans le temps, si on a un manque d'accès aux soins de santé, par exemple aussi, que ce soit des soins de santé physiques ou psychiques aussi, et aussi les facteurs sociaux, les facteurs de risque, socioculturels, par exemple, si on a un manque de soutien social, si on est fort isolé par rapport à notre cercle familial, à notre entourage amical, si on n'a pas un sentiment d'utilité dans la société, si on n'est pas intégré dans un groupe, ça aussi, c'est un facteur de risque. Alors justement, les femmes et les hommes ne sont pas tous égaux face à ces difficultés. Et dans les sociétés occidentales, les hommes se suicident 3 fois plus environ que les femmes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, c'est très connu. En fait, c'est vrai qu'on l'explique par le fait que de manière générale, dans nos sociétés, les hommes ont beaucoup plus de difficultés à pouvoir exprimer en fait leur souffrance, alors que les femmes, elles, ont beaucoup plus de facilité. À côté de ça, les hommes aussi, en fait, ont des méthodes plus violentes que les femmes, alors que les femmes vont plus utiliser des méthodes médicamenteuses. Et donc, pour pouvoir faire un lien avec votre première question, cette chanson de Stromae, ça montre aussi que ça permet de faire passer le message aussi potentiellement aux hommes qu'on peut en parler, qu'il n'y a pas de honte à avoir, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et donc, il faut pouvoir en parler, surtout déculpabiliser par rapport à ça. Donc, les hommes se suicident plus. Par contre, en ce qui concerne les tentatives de suicide, la tendance s'inverse puisque la proportion des tentatives de suicide est de 1 à 3 chez les hommes et de 1 à 14 chez les femmes. Donc, comment on peut expliquer que les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes, mais par contre que beaucoup plus de femmes essayent de mettre fin à leur vie ? Alors, donc ça rejoint un peu ma réponse d'avant, c'est que donc, les hommes ont beaucoup plus de difficultés à partager leur souffrance, alors que les femmes, elles, ont plus de facilité. Mais partager la souffrance, ça peut aussi être par la parole, mais ça peut aussi être par l'acte. Donc, par l'acte suicidaire, peut aussi être un appel à l'aide aussi. Tout à fait. Alors justement, pour en revenir un petit peu à ce constat, les jeunes et les personnes âgées sont les plus sensibles au comportement suicidaire. Encore une fois, est-ce que c'est signe que ce sont décidément les plus vulnérables dans notre société ? Alors, c'est vrai que pour l'instant, la crise sanitaire vraiment met en avant ces deux populations spécifiques. Oui. Donc, c'est vrai que quand on voit un peu l'adolescence, c'est une période de construction. On est vraiment en voie de développement, on est tourné vers l'avenir, on a plein de potentiels choix pour le futur, on est vraiment dans les relations sociales, donc le lien avec les pairs est vraiment essentiel. Et ici, justement, on est dans une période où tout est un peu coupé, on est dans une négativité, tout est présenté comme négatif. Et donc, c'est vrai que pour un jeune, c'est très, très difficile de pouvoir se développer d'une manière saine dans ce contexte-là. Et en plus de ça, ce qu'on constate aussi, c'est que les adultes sont aussi très justement touchés. Et donc, un jeune peut potentiellement avoir des difficultés à partager son ressenti avec les adultes en disant « Ok, je ne vais pas en rajouter une couche, je ne vais pas rajouter encore plus d'angoisse que ce qu'il y a déjà. » Donc, alors là, le jeune ne va peut-être potentiellement pas parler d'autant plus de la souffrance. Et donc, ce qui rajoute, on dit toujours que quand la souffrance n'est pas exprimée, elle s'accentue. Et donc là, bien évidemment, ça fait que les jeunes peuvent aussi être une population à risque. Et par rapport aux personnes âgées aussi, pour répondre à votre question, il y a aussi beaucoup d'isolement. Cette crise sanitaire, les personnes âgées ont été très isolées. Elles ont été très isolées. Il y a aussi les personnes âgées voient beaucoup de décès dans leur entourage, et donc ça ajoute encore plus d'angoisse, et donc ça augmente d'autant plus les facteurs de risque. Donc à ce titre-là, oui, bien évidemment, on pourrait dire qu'actuellement, ce sont deux populations qui sont plus vulnérables que les autres. Tout en n'oubliant pas, bien évidemment, que tout le monde reste touché. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez justement des difficultés des jeunes. Aujourd'hui, il faut dire ce qui est. C'est pas évident d'avoir accès à un psychologue ou un psychiatre. Quand on est jeune, il faut parfois attendre longtemps. Est-ce qu'il faut rendre l'accès au psychologue plus facile pour les jeunes ? Et puis, comment faire pour que la santé mentale, tout simplement, devienne une priorité publique ?
Alors ça, c'est une grande question. C'est vrai que pour nous, au sein du Centre de prévention du suicide, donc il faut plus de moyens, voilà, pour la prévention Mhm. du suicide. Comme voilà, tout le monde le sait, la crise sanitaire, elle a vraiment débordé les professionnels de la santé. Donc, Mhm. à notre échelle, nous, ce qu'on peut dire, c'est que on met en place des choses. Par exemple, on est toujours à la recherche de bénévoles, donc on est toujours à la recherche de dons pour renforcer les services de notre centre, Mhm. Mhm. pour voilà, rendre l'accès aux psychologues plus facile. Alors justement, au Centre de prévention du suicide, vous dites la prévention du suicide n'est pas une lutte contre le suicide ou la promotion de la vie à tout prix. Justement, c'est quoi la prévention? Comment vous la définissez? Alors, la prévention, donc c'est pouvoir offrir en fait un espace d'expression pour éviter justement l'acte suicidaire. C'est Mhm. vraiment pouvoir permettre aux personnes d'ouvrir le champ des possibles durant les appels, parce que donc on a une ligne gratuite et anonyme 24 heures sur 24. Donc je donne le numéro au cas où, mais donc le 0800 32 123, donc une ligne d'écoute anonyme et gratuite. Et donc on voit vraiment que dans les appels, mais aussi dans les consultations psychologiques qu'on a au centre, le fait de prendre du temps, un peu mettre le temps sur pause, de pouvoir offrir une écoute à une personne, Mhm. de pouvoir un peu voir ce qui se passe pour elle, ça change vraiment la donne. Et on a aussi beaucoup de nos bénévoles qui disent que des personnes qui appellent sur la ligne les remercient en fait de les avoir réellement écoutés, d'avoir un peu marché dans la boue avec eux. Et donc bien évidemment, il n'y a pas de miracle, malheureusement on n'a pas de baguette magique, mais le fait d'être écouté, d'être accompagné, ça permet vraiment de pouvoir se projeter d'une manière plus favorable dans l'avenir en tout cas. Tout à fait. Alors, j'ai envie de revenir sur ce sondage qui a été fait au mois de décembre par les mutualités libres. Plus d'un jeune sur deux a des difficultés d'ordre mental ou psychologique, mais n'ose pas aller voir un professionnel par peur, entre autres, de stigmatisation. Comment est-ce que vous expliquez cette peur auprès des jeunes? Et est-ce que, bon, on n'a pas de baguette magique, vous venez de le dire, mais est-ce qu'il y a une solution, voilà, pour peut-être les encourager à faire le pas vers vous? Alors, c'est sûr qu'aller chez un psychologue, c'est d'une certaine manière officialiser qu'il y a un problème, officialiser qu'il y a une demande d'aide. Moi, à mon échelle, ce que je peux dire, c'est que la chose la plus difficile, souvent, c'est le premier pas. C'est faire le premier pas. Souvent, quand on a été à une consultation avec un psychologue, on voit comment ça se passe, on sait comment les choses peuvent se dérouler, surtout de manière générale. Les entretiens psychologiques, le premier contact qu'on peut avoir avec, c'est par exemple au travers des films, au travers des séries télévisées. Là, c'est aussi très stéréotypé. Oui. Donc, en tant que psychologue, moi, ce que je peux dire, c'est que le plus difficile, vraiment, c'est de faire le premier pas et que face à sa souffrance, c'est essentiel de ne pas rester seul. Alors, je voudrais plutôt revenir un petit peu sur votre travail de psychologue aussi. Vous êtes psychologue spécialisé dans l'accompagnement de la crise suicidaire et du deuil après suicide. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du deuil après suicide? Parce que là, qu'est-ce qui le définit et en quoi il est différent des autres types de deuil, justement? Alors, le deuil après suicide, en fait, c'est un deuil qui est particulièrement traumatique et particulièrement violent. Alors, bien évidemment, les étapes du deuil sont de manière générale communes à un deuil que je pourrais qualifier de classique. Bien évidemment, je mets des gros guillemets à classique. Mais le deuil après suicide, il y a vraiment plein de questions sur pourquoi est-ce que la personne a commis ce geste. On est vraiment à la recherche du sens. Il peut y avoir aussi des émotions comme la colère, la culpabilité qu'on ne retrouve pas potentiellement dans les autres deuils. Voilà, donc ça, c'est ce qui le caractérise plus particulièrement. Alors justement, dernière question sur ce deuil. Quelles sont les différentes étapes du deuil que vous avez pu observer? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde déjà? Alors, le deuil, c'est un processus de cicatrisation en fait qui est un peu inconscient, et par rapport aux personnes, il est vraiment unique. Chaque personne vit son deuil à son rythme et avec ses facteurs individuels. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes qui sont recensées. Mais ça reste de manière très théorique. Mais par exemple, au début du deuil, on est plutôt dans le choc et dans la sidération, bien évidemment, parce que c'est traumatique, parce que c'est violent. Le déni. Pardon ? Peut-être le déni aussi. Il y a beaucoup de déni. Oui, bien évidemment. Oui. Bien évidemment, c'est vrai que le déni peut faire partie. C'est vrai que face à une telle nouvelle, il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en place et qui fait qu'on doit se protéger. Donc le déni, bien évidemment, peut en faire partie. Par la suite, il y a aussi la fuite et la recherche de la personne décédée. On va aller... on aura besoin de toucher ses vêtements, on aura besoin de voir des photos, et au fur et à mesure, en fait, on va rentrer dans une phase de déstructuration où là, on va se rendre compte que la personne aimée ne reviendra pas.
Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, d'où l'importance de pouvoir être accompagné par un suivi psychologique. C'est vraiment important de pouvoir discuter de ça. Et par la suite, on entre dans une phase de restructuration. Il y a vraiment une redéfinition de la relation à l'autre, à la personne aimée et à nous, parce que quand on vit un deuil après suicide, on n'est plus la même personne. Et donc, mais bien évidemment, toutes ces étapes se font en fonction de chacun. Ça reste une base théorique, mais que chacun vit à son rythme, à sa manière. Tout à fait. Alors, on va parler un petit peu de prévention, puisque une personne suicidaire n'apparaît pas nécessairement comme déprimée. Les signes changent évidemment d'une personne à une autre. Comment est-ce qu'on fait justement pour détecter ces signes et détecter qu'une personne est suicidaire? Quels sont les signaux d'alerte? Alors, les signaux d'alerte, ils sont multiples. Donc, on peut par exemple avoir des messages directs où quelqu'un va explicitement verbaliser le fait de vouloir mourir en disant ouais, « je veux mourir, j'ai envie de me suicider ». Ou ça va être des messages indirects aussi, quelqu'un qui va dire ma vie est inutile, je ne trouve pas ma place dans ce monde. Ça va être aussi des comportements tels que quelqu'un qui va s'isoler, qui va avoir un retrait, des investissements scolaires professionnels, voilà, un peu tout ça. Mais à partir de ce moment-là, c'est vraiment important, à partir du moment où, par rapport au message direct, où le suicide justement est nommé, est verbalisé, c'est vraiment essentiel de ne pas banaliser, de ne pas minimiser. Bien sûr. Alors, on a parlé des facteurs de suicide, mais il faut aussi parler des facteurs de protection de suicide. C'est notamment ce que vous faites, bien sûr, au Centre de prévention du suicide. Est-ce que vous développez un programme de prévention concret, voilà, et en quoi il permet à des personnes suicidaires de justement renoncer au suicide? Alors oui, bien évidemment, donc, au sein de notre centre de prévention du suicide, donc on a plusieurs services. Donc on a déjà, comme j'ai un peu mentionné auparavant, cette ligne donc anonyme et gratuite que toute personne et l'entourage aussi avec des idéations suicidaires peut appeler. Donc c'est le 0832 123. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où voilà, des bénévoles vraiment formidables répondent. On a aussi un service de consultation avec des psychologues spécialisés donc dans la crise suicidaire et l'accompagnement de deuil après suicide. On a aussi donc une cellule de formation extérieure, donc avec des psychologues en fait qui vont un peu sensibiliser les écoles, le monde professionnel à la question du suicide. Et alors on a aussi donc un centre de documentation spécialisé. Merci. Merci beaucoup Sophie Simal d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous faites partie du centre de prévention du suicide en tant que psychologue spécialisé. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Merci à vous, au revoir. À bientôt, au revoir. Chers auditeurs, on se retrouve juste après pour la troisième partie du Carrefour de l'info. À tout de suite.